Vous écoutez Pierre Nantel. On parle parfois du rapport entre les gens d'affaires et l'art. Le cliché, c'est l'homme d'affaires ou la femme d'affaires qui a réussi puis qui a acheté des œuvres d'art, qui a mis installé dans sa maison, tout ça. Mais là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler avec le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui a pris position pour s'assurer que le monde des créateurs ait accès à des revenus décents. On parle donc avec le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. Bonjour, M. Leblanc. Bonjour, M. Nantel. J'ai resté très surpris ce matin en lisant la prise de position de la Chambre de commerce. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, parce que vous parlez au nom de la Chambre de commerce, est-ce que c'est une tendance, une prise de conscience qui est de longue date à la Chambre de commerce ou c'est une urgence qui vous saute aux yeux maintenant? Bien, le soutien de la Chambre au milieu de la culture, ça fait maintenant presque 20 ans que c'est une chose établie. Quand on a commencé à soutenir la culture, c'est qu'on s'est aperçu que c'était un pilier de notre économie. Le PIB, là, tout ce qu'on produit dans la région de Montréal, 6% c'est produit dans le milieu culturel. C'est 8% des travailleurs qui sont dans le milieu culturel. Fait que ça nous définit, puis on le sait, là, on est réputé là-dessus. Puis depuis 20 ans, comme on le sait, on s'est attardé à lancer des messages qu'il ne fallait pas soutenir la culture que pour des raisons identitaires et des questions qui sont, je dirais, plus sociales, mais aussi pour des raisons économiques. Alors là, depuis la pandémie, puis on arrive à notre sortie qui est arrivée dans la dernière année, c'est qu'on s'est aperçu que, je le disais, le centre-ville, la COVID longue, bien, le milieu culturel, la COVID très forte et assez longue, merci. Les habitudes ont changé, donc en même temps qu'il y a eu des habitudes liées à la sortie de COVID qui étaient différentes, mais on voit la consommation de divertissement en ligne, on voit que le budget discrétionnaire pour le divertissement, il a diminué là, parce qu'on a de l'inflation, puis on a des budgets plus récents, mais on voit le milieu de la culture lui-même qui subit de l'inflation dans ses coûts. La résultante de tout ça, c'est que présentement, c'est très difficile, puis si on est un créatif, si on est un artiste, on souffre. Or, dans notre société, là, ben, il y a de l'assurance chômage. Il y a des façons de soutenir des travailleurs quand il y a des défis, quand il y a des périodes difficiles. Or, les artistes n'y ont pas droit. Et parce que c'est des travailleurs autonomes. Et là, ce qu'on dit, c'est attention, parce que ce qui est en train de se produire, puis si ça continue, ben ça va empirer, c'est qu'on va perdre du talent. Ils ont besoin de vivre, les artistes, ben ils vont cesser d'être des artistes. Les travailleurs dans le milieu de la culture vont se mettre à faire autre chose. Alors, la Chambre elle-même a fait faire une étude, a fait un grand forum. C'est un forum, c'est une rencontre de plein d'artisans. Il y avait plus de 1000 personnes. Puis là, c'était de faire le point. Quel est l'état de la situation, puis quelles sont les solutions qu'on doit mettre de l'avant. Et évidemment, on parle de stabiliser les revenus des artistes qui, très souvent, vivent sous le seuil de la pauvreté et qui ont aussi, dans des périodes... Le mot qui me vient immédiatement, c'est l'étalement du revenu pour un artiste, parce que si c'est un artiste qui, a par moment, peut vivre de son métier, très souvent, il y a une période de dormance où les idées germent. Et ultimement, un an plus tard, les premières créations arrivent. Est-ce que les gens de la Chambre, les membres de la Chambre du Montréal métropolitain, est-ce que ce sont beaucoup des gens qui occupent, évidemment, des immeubles, ils sont propriétaires d'immeubles, ils louent des immeubles. Est-ce que l'interaction avec la culture pourrait être plus concrète et immédiate? Est-ce que, par exemple, on a souvent évoqué qu'on devait consacrer 1% du budget d'un immeuble à l'art de rue, pas l'art de rue, je me suis mal exprimé, là, à une œuvre qui va être à l'art public. Est-ce qu'il y a une politique comme celle-là qui a le vent en poupe actuellement à la Chambre de commerce? Oui. En fait, les grandes entreprises sont assez au rendez-vous. C'est-à-dire que quand on est, je ne sais pas moi, un couche-tard, un Desjardins, une banque, on est au rendez-vous. Si vous allez à l'édifice de la Banque nationale au centre-ville de Montréal, qui est flambant neuf, vous allez voir, c'est frappant. Il y a énormément d'investissements en art public. Ensuite, les entreprises elles-mêmes soutiennent par des commandites la culture. Puis, en pourcentage de notre PIB, on ne fait pas mauvaise figure. La philanthropie générale dans notre société est moins développée. Donc, l'exemple qu'on a, c'est le jeune professionnel, ben il y a beaucoup d'hypothèques à payer, des fois il y a des jeunes enfants, il est en train encore une fois de s'établir dans la vie, puis quelque part, il a l'impression qu'il y en a plus pour être un philanthrope, parce que l'image qu'on a, c'est qu'il faut être millionnaire, il faut être multimillionnaire pour être philanthrope. Alors, il y a des sociétés, puis on le voit aux États-Unis, où on sort de l'université, puis on donne un 20 $ dans l'année. Éventuellement, on a un meilleur emploi, ben peut-être qu'on donne 100 $. Et on n'attend pas d'être vraiment, vraiment riche. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une forme de solidarité collective
qui s'opère. Alors, ça, c'est ce qu'on dit. Ça ne veut pas dire que les entreprises ne peuvent pas faire plus. Ça ne veut pas dire que la commandite ne peut pas être plus généreuse. L'État l'est assez généreux au Québec. Je ne dis pas que c'est toujours bien investi, mais collectivement, on la supporte moins bien. Puis on la supporte moins bien alors que présentement, on en consomme un peu moins. Puis là, c'est ça qui est le défi. Là. On consomme moins de culture locale. On est moins exposé aussi. La découvrabilité, c'est un mot à la mode. Si on la découvre pas, ben on la consomme pas. Puis si on la consomme pas, ben on la soutient mal. Alors là, il y a tout un enjeu. Moi, ce que je pense, c'est que devant nous, on doit travailler ce que j'appelle, moi, la demande. Pendant très longtemps, on s'est attardé à soutenir les créatifs, soutenir les organisations, c'est nécessaire, mais on négligeait de dire comment on développe l'appétit culturel chez nos jeunes, chez nos moins jeunes, pour que quand ils vont avoir des moyens, quand ils vont commencer à travailler, leur réflexe, ce soit d'aller consommer du théâtre, consommer des spectacles, d'aller investir dans des petites troupes du coin de la rue qu'on trouve vraiment bonnes, puis c'est des amis qu'on a connus. Bref, soutenir notre culture parce que ça fait partie de ce qu'on aime. Et ça, ben, il faut le travailler, ça. Mais il est clair que pour vos membres du Montréal métropolitain, que moi j'associe aux différentes conférences données dans les hôtels au centre-ville avec des gens d'affaires qui écoutent et qui voient l'importance, par exemple, de la culture, le voit beaucoup aussi au niveau de la vitalité du centre-ville. S'il y a une voix qu'on a beaucoup entendue post-COVID pour ramener les gens au centre-ville, c'est bien la vôtre. Il y a quand même un attrait pour la jeunesse d'aller au centre-ville. Quelqu'un qui vit, je sais pas moi, à Montréal-Est ou à Fabreville, venir en ville devant les Faux-Founes électriques, s'acheter un ensemble de 6 cordes de guitare chez Steve. Il y a une aventure urbaine comme on voit à la télé, comme on voit dans les films. Vous avez évoqué la découvrabilité. La culture a un aspect parapluie de plein d'enjeux, ceux que vous avez évoqués, mais ceux aussi que, si je ne me trompe pas, Pascal Saint-Onge est venu exprimer chez vous sur justement l'importance de voir notre culture dans tous les nouveaux écrans que les jeunes consomment. Vous avez une vision très grande de la culture. Votre intervention est celle du milieu des affaires. Est-ce que ça pourrait être aussi la vôtre à titre personnel? Ben oui, la réponse est moi personnellement, je pense qu'il faut qu'on l'aime, puis qu'on la découvre, puis qu'on découvre ce qu'on aime. On n'est pas obligé d'aimer tout. Puis souvent, c'est des discussions que j'ai avec des gens qui disent moi, sais-tu, j'aime ça, mais j'aime pas tout ce qui se fait. Ben je dis c'est exactement ça que ça prend. Puis comme il y a énormément de diversité à Montréal au niveau de notre population, de nos âges, de nos origines, ben il y a énormément de demandes pour plein d'œuvres culturelles différentes, de pièces de théâtre différentes, de supports informatiques différents selon nos générations aussi. La chose, je trouve, qui est importante, c'est parce que je le dis aussi, il faut protéger notre culture, puis il faut protéger notre centre-ville, puis ça va ensemble. C'est-à-dire que la culture au centre-ville, elle attire. Des travailleurs vont venir parce qu'il y a des spectacles en soirée, parce qu'il y a des festivals dans l'été, puis je travaille, puis là, en fin d'après-midi, je rejoins des amis. Il y a quelque chose de très riche dans un centre-ville où la culture est très vive. Mais il y a aussi besoin de ce que j'appelle, moi, nos amis du 450, puis de partout sur l'île. Et là, le danger qu'on a, puis c'est un autre dossier, mais c'est l'accessibilité. C'est l'accessibilité aussi en voiture. C'est-à-dire que Madame de Repentigny puis Monsieur de Chambly, qui viennent voir un spectacle au centre-ville... Ben, ils n'ont pas de carte d'autobus, ils vont venir en voiture. Ils vont venir en voiture, puis ils vont venir en voiture si ça a l'air simple. Et là, comme ça a l'air compliqué, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, est-ce que ce spectacle-là, je pourrais le voir dans le 450? Ben oui. Et là, le danger, c'est pas que c'est mauvais qu'il y ait des salles de spectacle partout sur le territoire, mais c'est qu'éventuellement, on se retrouve avec un risque à l'américaine de ville avec un centre-ville, un peu trop de beigne. Et là, ben ça a des conséquences socio-économiques graves. Alors, la culture, ça fait partie de la recette gagnante pour le centre-ville. Il faut en prendre soin. Mais il faut que l'accessibilité à ce centre-ville soit beaucoup plus fluide, sinon on se tire dans le pied. Mais et pour avoir visité Détroit, qui est l'exemple ultime de la ville baigne, c'est-à-dire que le centre-ville résidentiel était littéralement à feu et à sang, il n'y avait plus rien, et les banlieues fleurissaient quand même. On peut dire que l'offre de stationnement demeure un problème. C'est un problème tellement élémentaire, c'est l'œuf ou la poule, on voudrait bien que les gens prennent les transports collectifs, mais ultimement, la personne, comme vous nous disiez, de Repentigny, vient en voiture. Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu une initiative de rendre disponibles les places de stationnement dans les immeubles qui sont inutilisés par exemple en soirée ou les week-ends? Bien, l'idée a été évoquée très souvent, qui l'évoquait
Beaucoup, c'était Alain Simard de Spectra qui disait pourquoi est-ce que la ville ne dit pas, moi, je vais faire une application qui va amener les gens dans nos centres-villes, dans nos stationnements du centre-ville, puis on va leur garantir que ça coûte 10 $ de la soirée ou quelque chose comme ça. Ça va permettre aux gens de trouver que c'est simple. Puis là, ça a l'air qu'il y a des applications dans des villes américaines où on peut même réserver sa place. Oui, parking Panda. C'est le Panda du parking à New York, entre autres. Oui. C'est ça. Ce qui veut dire que quand on part de chez soi, on sait exactement où on s'en va, on sait combien ça va coûter. Exact. Alors, c'est des solutions. L'objectif dans tout ça, c'est qu'on garde l'effervescence culturelle, c'est qu'on soutienne la culture, puis qu'on la soutienne parce qu'on en consomme. Monsieur Leblanc, votre sortie sur la culture en inspire plusieurs. Vous êtes un grand défenseur du centre-ville. Est-ce qu'on va vous revoir en politique, peut-être un sens plus large, peut-être à Québec ou à Ottawa? Toutes les entrevues se terminent par ça. Écoutez, je vais me donner le temps. Là, il me reste quelques mois à la Chambre. J'adore mon métier. Je vais examiner toutes les possibilités. Prenez pas ça pour un oui, c'est sûr que j'y vais, mais c'est sûr que je vais y réfléchir. En tout cas, il y a une vision d'ensemble. On vous en félicite. Alors, c'était évidemment quelqu'un qu'on connaît bien pour parler de la défense du centre-ville de Montréal, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. Merci beaucoup. Merci, M. Nantel. Au revoir. À bientôt.